Alors, cette table ronde, donc, la première était consacrée aux archives publiques. Hein, donc, on a eu des belles présentations sur les différents niveaux. Maintenant, on va sortir du domaine des archives publiques pour s'intéresser plutôt aux autres, entre guillemets, centres de ressources et de documentation, donc avec le monde des musées, voilà, donc, et de l'entreprise. Donc, la première intervention, donc, c'est Madame Valérie Joyot du Musée de l'Air et de l'Espace et qui va nous présenter le département recherche du musée. Voilà. Valérie, c'est à toi. Bonjour à tous. Merci à la DGAC de nous avoir proposé de pouvoir présenter en fait notre département dans le cadre de cette commission de la mémoire de l'aviation civile. Juste quelques éléments d'ordre de chronologie historique sur la création de ce département de la recherche et de la documentation qui existe sous ce terme-là depuis 2019 au Musée de l'Air et de l'Espace. C'est dès les années 20 en fait, que les collections et les fonds en fait, sont constitués au même moment que se développe en fait, le musée. Donc nous avons des fonds qui sont assez anciens. Cependant, le premier inventaire, notamment de la bibliothèque, ne se fait que dans les années 1945-47 précisément. Et il faut attendre même 1975 pour qu'en fait une équipe de documentalistes professionnels soit embauchée à l'initiative du général Lissarac, dont on a déjà entendu parler. Et vous verrez que ça va conditionner en fait finalement la gestion et les modalités en fait d'inventaire qui sont faits de nos fonds et de la connaissance que nous en avons. C'est ensuite en 1982 en fait que l'ensemble des services donc de la documentation et la bibliothèque sont réunis avec les autres services en fait du musée de l'Air sur le site du Bourget, donc de l'aéroport du Bourget. Et donc, ce département recherche et documentation est aujourd'hui donc rattaché au département scientifique et des collections. Voilà. Voilà. Et il est constitué en fait de 7 entités. Donc, la bibliothèque de recherche et d'études, donc qui comprend des monographies, des périodiques et des notices techniques. Il gère aussi la photothèque de l'établissement, les collections photographiques et audiovisuelles, tout ce qui est collection de plans, manuscrits, autographes, mais aussi documentation éphémère, les collections de cartes postales et de philatélie, les archives privées dont on va parler un peu après, et la documentation essentiellement constituée de dossiers documentaires. Au niveau des missions et des fonctions en fait, de ce département, donc elles sont assez nombreuses et non exhaustives. Je vous en présente quelques-unes ici. Donc déjà, c'est évidemment donc, de gérer, d'enrichir, de conserver et de valoriser les fonds et collections qui sont sous sa responsabilité, de coordonner aussi la fonction de documentation, de gérer les données informationnelles qui sont produites par l'établissement dans le cadre de ses activités. Bien sûr, donc d'accueillir toute personne qui en fait la demande pour la consultation des fonds, que ce soit des personnes agents du musée, donc en interne, mais aussi à l'extérieur, que ce soit des chercheurs, des étudiants, etc. D'accompagner aussi les activités donc, justement de recherche par des sélections documentaires, de participer à l'organisation des expositions permanentes et temporaires de l'établissement, de participer aussi à l'édition scientifique, d'accompagner toutes les activités qui sont portées par le musée, de produire des contenus, par exemple pour les réseaux sociaux, sur le site internet, ou dans le cadre en fait, d'ateliers pédagogiques, etc. Et puis de participer donc, à des programmes de recherche, des journées d'études, des journées professionnelles. Les services qui sont rendus par ce département sont effectivement donc l'accueil en salle de lecture, salle de recherche. Donc ça, c'est une action que nous menons depuis 2023, date de la réouverture. Enfin non, il y avait déjà une salle de lecture et de recherche qui a fermé en 2016. Donc elle a été longtemps fermée. La communication des documents et le soutien documentaire en fait était essentiellement assuré à distance. Et depuis 2023, donc une médiathèque ludothèque a été ouverte au sein même donc du musée de l'Air. Hein. Si vous avez l'occasion de venir, vous verrez qu'elle est vraiment en plein centre. Et nous proposons donc un accueil avec ou sans rendez-vous du mercredi au vendredi de 10h à 17h et le premier samedi de chaque mois. Je vous mets aussi donc ici l'adresse de contact à la fois pour poser
prendre rendez-vous, mais aussi venir effectivement en amont pour vous accompagner sur votre recherche. Nous avons aussi comme service de prêter donc, les ouvrages aux agents du musée uniquement. Nous mettons ainsi à disposition des instruments en fait, pour la recherche documentaire. Nous sommes chargés aussi de la reproduction et de la diffusion de tout ce qui est photographie et documents donc, de l'établissement. Et dans ce cadre-là, effectivement, nous avons un souhait en fait, d'ouvrir plus facilement ces reproductions avec notamment une nouvelle tarification. Et comme je l'ai déjà dit, donc, le soutien documentaire à toutes les activités du musée. Et pour mener toutes ces missions, nous sommes une équipe de 7,2 équivalents temps plein, avec une réorganisation en fait, des charges et des fonctions de chacun qui a été faite depuis environ 1 an et qui se poursuit aujourd'hui. Ce graphique donc vous représente en fait l'estimation de la quantité en fait par typologie de collections et de fonds qui sont existants au sein de notre structure. Donc les ressources en fait du département ont un caractère spécialisé, évidemment. Elles recouvrent donc les documents sur les thématiques de l'aérostation, aéronautique et spatiale. Et l'approche du sujet a été vue de manière à multiplier en fait les moyens d'accès. C'est pourquoi nous devons après mettre en relation en fait ces différents documents et ces différents supports de connaissances à partir d'outils qui doivent être développés. La particularité aussi, c'est que les fonds et les collections du département ont le statut à la fois de domaine public et musée de France, avec chacune des spécificités en termes de gestion, d'inventaire et de conservation. Le récollement en fait, de l'ensemble de ces collections est en cours. Cependant, en fait, il s'avère que l'inventaire en fait, est extrêmement parcellaire, en tout cas parcellaire pour une grande partie en fait, de ces collections-là. Pour vous donner un exemple, au niveau de la bibliothèque, il nous reste en gros 8000 ouvrages à cataloguer. Pour la collection photographique, donc, qui est composée environ de 500 000 éléments, nous en avons un inventaire environ 1/5. J'en arrive à la question donc, des archives privées existantes donc, au niveau du département. Donc, avec le soutien en fait, de la direction du musée, a été portée la possibilité d'ouvrir un poste avec un profil archivistique. Donc, nous avons embauché une personne le 1er octobre, donc c'est extrêmement récent, qui a donc cette mission de gérer nos archives privées. Donc, évidemment, de collecter, d'acquérir, de traiter, de conditionner, d'écrire et de valoriser et de communiquer donc, ces fonds d'archives en fonction des règles du Code du patrimoine, comme on l'a évoqué juste avant. Il veille aussi, donc, évidemment, à l'application des prérogatives des RGPD, ainsi qu'aux modalités et délais de communication. Il veille aussi aux volontés qui peuvent être mises par rapport aux donateurs des fonds ou aux légataires en termes de communication et de réutilisation des documents. J'ai mis quelques éléments chiffrés. Donc, on a en gros un peu plus d'une centaine de fonds d'archives identifiés actuellement, qui représentent en gros, à peu près 600 mètres linéaires. À cela s'ajoutent en fait des documents qui sont actuellement classés dans des fonds spécifiques, manuscrits, tapuscrits, autographes éphémères, et puis des fonds scientifiques qui ont été en partie traités. Comme vous pouvez le voir, ces fonds scientifiques ont été traités sur différents types d'outils, à la fois donc, la base de données objet donc, du musée, mais aussi des numérisations et diffusions sur le site Mémoire des Hommes, dont on a aussi déjà parlé tout à l'heure, et autres outils via le catalogue en fait, de la bibliothèque. J'ai inscrit ici en fait, les différentes étapes, pas forcément chronologiques, mais en fait, qui sont nécessaires à la gestion donc, des fonds d'archives et qui donc doivent être menées pour l'ensemble de notre travail. Donc évidemment, donc, l'évaluation et l'identification de l'état de conservation donc, des fonds d'archives existants afin de pouvoir prioriser les actions à mener. La mise en conformité dans le cadre donc, des normes de description archivistique, ISAG évidemment, et puis afin d'avoir une description cohérente et normalisée. Prévenir donc la détérioration des documents en veillant à donc, une conservation et un aménagement des réserves qui doit être optimal. Actuellement, nous sommes en cours en fait, de regroupement de nos différents fonds d'archives. On en a une partie donc, qui sont actuellement dans nos locaux au Bourget. L'autre partie sont dans la réserve externalisée à Dugny de l'établissement. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir tout au même endroit.
Nous avons aussi donc un plan de conservation préventive pour effectivement mettre en place des actions de conservation et éviter les dommages donc, sur les documents. Un travail donc sur la politique de numérisation de nos archives et documents pour réduire la manipulation et donc augmenter leur durée de vie. Nous allons devoir mettre en place aussi une base de données dans les standards EAD afin de pouvoir donner accès à la connaissance de l'existence de ces fonds d'archives au plus grand nombre. Nous travaillons aussi à établir une politique d'acquisition et de sélection des documents pour optimiser donc, ensuite la gestion et le stockage de ces ressources. Et nous, évidemment, donc, mise en place d'un système d'évaluation continue de notre pratique au vu de l'évolution en fait, des méthodes et des normes internationales. Et nous souhaitons aussi donc, travailler à la valorisation pour encourager le travail des chercheurs sur nos fonds et collections dans le cadre donc, de la mission éducative et culturelle de l'établissement. Concernant la mission d'enrichissement des collections et des fonds, elle est essentielle pour comprendre l'histoire des objets du musée et l'histoire du fait aérien. Donc, malgré en fait, le caractère aléatoire et opportuniste donc, des possibilités d'entrée par voie extraordinaire, nous avons essayé de définir en fait, des niveaux d'acquisition en fonction de l'intérêt scientifique et historique donc, des fonds et documents. Et l'acquisition se porte soit vers des fonds constitués ou des pièces isolées, comme des photographies ou des manuscrits. Chaque projet d'enrichissement au sein de l'établissement fait l'objet actuellement d'une analyse systématique et d'une répartition entre les collections patrimoniales et donc nous au niveau de la documentation et l'étude des objets. Et c'est un réflexe en fait qui se met en place au fur et à mesure avec l'ensemble du département. Et donc j'ai mis voilà, les différents niveaux donc, que nous proposons en fait, qui orientent en fait, notre travail. Tout d'abord en tant que pôle d'excellence sur l'historiographie, donc l'aéronautique, l'aérostation spatiale, nous souhaitons donc collecter des documents qui ont trait à cette histoire, aux appareils, aux constructeurs ainsi qu'aux techniques. Nous travaillons aussi à compléter nos fonds sur l'histoire des collections et de l'institution, et notamment aussi sur l'histoire donc, du site du Bourget. Nous souhaitons aussi agrémenter nos collections d'éléments extranationaux, voilà, pour avoir une dimension au-delà des frontières donc, de la France. Et enfin, nous travaillons aussi à tout ce qui concerne la recherche des fonds et collections concernant la recherche pour la connaissance en fait, sur cette histoire de l'aéronautique et du spatial. Pour finir, je voulais indiquer quelques éléments de perspective et de travaux qui sont menés au sein donc, de notre département. Donc, nous avons notamment en cours une migration en fait, de notre catalogue de la bibliothèque qui devrait avoir lieu donc, en début d'année prochaine. Nous travaillons aussi donc, à la poursuite de l'inventaire et de la numérisation de nos fonds et notamment via un partenariat avec la direction de la mémoire, de la culture des archives du ministère des Armées, la DMCA dont on a aussi déjà parlé. Nous travaillons aussi à une perspective de recensement d'entités et structures possédant des fonds et collections sur nos thématiques dans le cadre d'une visibilité, d'une perspective de conservation partagée. Nous travaillons aussi à la rédaction d'outils d'aide à la recherche, comme je viens de le dire. Nous organisons aussi une journée de réflexion sur un sujet alors très spécifique, mais j'en profite, c'était l'occasion, sur l'histoire du retour des déportés via l'aéroport du Bourget en 1945. C'est dans le cadre en fait, des commémorations donc, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre aussi donc, du réseau de la mémoire de la déportation et de la résistance qui est porté par le département de la Seine-Saint-Denis, dans lequel nous nous inscrivons et qui veut avoir l'occasion donc d'évoquer ces sujets-là. Et je profite donc au jour d'aujourd'hui pour faire un appel à connaissance en fait de l'existence de ce genre de fonds ou de documents dans vos structures diverses et variées. Donc n'hésitez pas à me faire signe si vous avez des choses. Nous avons aussi une chercheuse en résidence en fait qui travaille avec nous depuis le mois de septembre et qui a pour projet notamment donc, de nous accompagner sur la gestion de notre collection photo, mais aussi de cartographier les fonds photos existants notamment sur l'aviation civile. L'aviation civile, voilà, c'est une chercheuse donc, qui est à Toulouse 2 en gestion de l'information et de la communication.
Et pour finir, de manière plus structurante, et puis pour augmenter en fait la visibilité de nos fonds, nous souhaitons donc travailler à des partenariats pour le signalement de nos collections avec des structures donc nationales que sont le SUDOC, Colexpercé, CALAM ou le CCFR. Voilà. Je vous remercie et je vous invite bien sûr à venir à la salle de lecture du musée. Merci beaucoup Valérie. Peut-être un dernier point que Valérie n'a pas mentionné, c'est que bientôt on pourra arriver au musée en métro. Voilà. Donc bientôt. Alors j'ai demandé à Christian Ravel de venir s'installer. Donc Christian Ravel, qui ne connaît pas Christian Ravel, voilà. Donc Christian Ravel qui va nous parler de tout le travail qu'il a entrepris au niveau des archives et des ressources à l'espace Airpassion à Angers. Voilà. La parole est à toi, Christian. Bien. Eh bien, je ne m'attendais pas, je m'attendais plutôt à une table ronde, ce qui est fait que je ne vous présenterai que quelques diapositives. Mais en deux mots, l'association qui est devenue maintenant Espace Airpassion a été créée au tout début des années 80, à l'époque où nous avons voulu sauver du feu un vieux planeur. Il faut savoir que à la fin de la guerre, à la libération, l'État, voulant relancer les usines et l'aviation légère, avait fait construire des avions des planeurs par centaines et les a distribués aux clubs. Mais comme il ne voulait pas s'embêter non plus, quand les machines arrivaient à bout de potentiel, la sentence tombait à détruire sur place. Il faut être conscient qu'il y a à peu près 70% du patrimoine de l'aviation légère française qui a servi à faire cuire les méchoués dans tous les clubs. Bon. Donc, quand j'ai appris que le planeur sur lequel j'avais fait mon premier vol seul allait être brûlé, j'ai fait une énorme colère. Ça s'est vite négocié. J'ai racheté le bois pour cuire le mouton et j'avais mis le planeur au fond de mon sous-sol. Et puis, là-dessus, il y a des gens qui se sont dit, tiens, il y a un gars qui s'intéresse au vieux machin, sans préciser. Nous avons commencé à le restaurer, mais très vite, évidemment, il fallait de la documentation. Et j'ai donc commencé à courir partout pour trouver un peu de documentation, parce qu'à l'époque, ça n'arrivait pas jusqu'à nous. Et très vite, on a eu la réputation de gens qui nous intéressaient au vieux papier. Alors, et tous les clubs et des tas de gens nous ont envoyé des tas d'archives, qui sont des archives précieuses maintenant, mais en disant c'est des vieux trucs sans intérêt, on vous les envoie. Comme on est généreux quand nous les apportons, on leur offrait quand même un café, parce qu'il faut savoir être généreux. Et on a rentré énormément de choses. Alors, actuellement, où en sommes-nous? Alors, attends, oui. Et puis, merci. Il y a eu le transfert d'aéroport de l'ancien aérodrome de Avrier vers Marseille, et la ville d'Angers, qui nous supporte largement, a fait construire un très beau musée. Vous le voyez là, les deux bâtiments qui sont là, à gauche, celui le plus à gauche, ce sont nos réserves, 1500 mètres carrés. L'autre, 3500 mètres carrés, c'est le musée et ses bureaux. Donc nous sommes quand même joyeusement bien installés. Un bâtiment qui a une belle allure, et tout est peut-être à droite, ce sont nos archives. Mal placé, je sais, au premier étage, mais quand on vous offre un bâtiment comme ça, on dit simplement merci monsieur le maire avant de faire des remarques. Alors, voilà. Maintenant, nous sommes 180 membres dans cette association, dont 35 régulièrement actifs. Nous sommes ateliers reconnus par la direction de l'aviation civile. Nous sommes ateliers reconnus par la Société des experts du patrimoine aérospatial. Et nous avons actuellement 222 machines, dont une quarantaine sont exposées en exposition tournante pour ne pas lasser le public, toujours avec les mêmes vidéos. Une petite vue de là, et pour en revenir aux archives, eh bien, c'est une équipe de 8 personnes.
nous en reparlerons tout à l'heure, que vous voyez là au travail. Nous avons actuellement, toujours grâce à l'aide de la ville d'Angers, parce qu'il fallait, une fois qu'on a eu ce beau bâtiment, il y avait 220 mètres carrés qui étaient consacrés aux archives. Il a fallu mettre des étagères. Et la ville d'Angers, chaque fois qu'il y avait des étagères disponibles, nous les offrait gentiment. Nous avons actuellement un peu plus de 1000 mètres linéaires d'archives, plus en stock l'équivalent de 2000 autres, c'est-à-dire sensiblement un total d'à peu près 3000 mètres linéaires d'archives, ce qui est quand même assez important. Quel genre de documentation a-t-on? Alors d'abord, pratiquement toute la presse aéronautique française complète, depuis l'aéronaute numéro 1, la collection complète de l'aéronaute, de 1871 à 1909. J'ai vu arriver un jour un brave monsieur, l'air triste, avec une grosse caisse à la main, en me disant, voilà, je suis désolé, j'ai des vieux papiers, ça n'a pas d'intérêt, je voulais les brûler, mais maman, elle m'a dit, il fallait vous les apporter. Et me sort la collection complète de l'aéronaute. Alors, j'ai gardé le calme des vieilles troupes, et m'écoutant que notre générosité bien connue, je lui ai offert un café, et il est parti en s'excusant de me laisser des vieux papiers. Je ne vous raconte pas, on était quand même assez contents. Et des rentrées gags comme ça, actuellement, on rentre en moyenne 10 documents au moins une fois par semaine. C'est assez impressionnant. Alors, quoi comme document? Alors, bien sûr, la collection complète de revues. Encore une fois, je rappelle que notre domaine, c'est l'aviation légère. Parce que c'est plein de musées qui parlent d'aviation professionnelle, civile ou militaire, mais on n'apprend pas à piloter sur un Boeing ou sur un Mirage. Et cette aviation légère était totalement délaissée. Nous nous avons consacré exclusivement à ce type d'appareil. Donc, la presse, on vient d'en parler, des photos, des clichés, des plaques de verre. Nous en avons sensiblement 200 000. Il y en a actuellement 128 000 qui ont été numérisés, qui sont en base de données, donc accessibles sur un simple clic. Si l'un d'entre vous me téléphone en disant « je cherche l'avion machin numéro tant », je peux vous dire tout de suite « j'ai ou j'ai pas ». On l'a en base de données immédiatement. Nous avons également récupéré pas mal de films qui étaient les films que faisait le service de l'aviation légère à l'époque, le SALS, et qu'il distribuait dans les années 50 au club. Ces films ont été donnés dans toutes les sections du CLAP. Alors le CLAP, pour ceux qui l'ignorent, c'est le Centre laïque d'aviation populaire. C'était un truc de l'éducation nationale qui date de 1936 et qui a perduré jusque dans les années 70-72. Lors de ma folle période, quand j'étais jeune instituteur, parce que j'ai aussi fait ça, j'ai été délégué CLAP du Maine-et-Loire. Il y avait une quarantaine de films d'époque, et dans les années, quand ils ont fermé la section CLAP, ça partait à la poubelle. Je suis arrivé voir le gars qui s'en occupait avec une bouteille de vin d'Anjou sous le bras, et on a rempli le coffre de ma voiture. Donc vous voyez, c'est pas des méthodes très administratives, mais d'expérience, ça marche vraiment bien. Et puis nous avons également des dossiers historiques d'avions et planeurs, des dossiers historiques et techniques. Alors, d'abord, beaucoup d'entreprises, ne s'intéressant plus à certaines vieilles machines, nous ont offert les liasses de plans, les dossiers. Plus près de nous, et là je sais que ça va faire du chagrin à certains, je cherchais des armoires pour classer ces archives qui commencent à devenir importantes. Quelqu'un m'a dit, va voir à Saint-Cyr, ils sont en train de vider un hangar. Bon, je suis arrivé un peu trop tard. J'ai rencontré le patron là qui m'a dit, ouais, j'ai des archives, des armoires, je vide les saletés qu'il y a dedans et je te donne les... Bon. C'était les archives aviation légère de la DGAC. Bon. On en a récupéré un peu, pas tout, parce qu'il y en a déjà qui étaient partis au feu,
Mais nos camarades des archives de la DGAC savent que nous les avons, et quand ils ont besoin, un simple coup de fil, c'est pratiquement tout numérisé. Même chose pour Veritas. Une fois, il y a eu un groupe d'experts qui m'ont dit on a ordre de brûler ces dossiers. Est-ce que tu les veux? Cette question. Comme d'habitude, un coup de café, un coup de vin d'Anjou, et ça rentre. D'une façon plus réglementaire, celle-ci. J'ai été pendant une quinzaine d'années le monsieur réglementation du RSA, dont notre ami Dominique Simon, le président, est ici, et nous avons travaillé sur les avions orphelins, c'est-à-dire ceux dont le constructeur a disparu. Et il a été très vite convenu que cette documentation que les usines ne voulaient plus suivre devait tomber dans le domaine public. Et Maxime Coffin, qui était le responsable à l'époque, m'a demandé d'aller les chercher. Avec deux de mes copains du musée, nous avons fait quelques milliers de kilomètres. Nous sommes allés à la Socata, nous sommes allés chez Airbus, chez Vasmer, etc. Avec la camionnette, on a ramené des dizaines et des dizaines de liasses de plans. Grâce à l'aide de la DGAC, on a pu les numériser. Et au fur et à mesure, ces plans ont été redonnés aux archives de la DGAC. Donc, ça nous a permis de ramener quand même énormément de choses. Et actuellement, nous avons plusieurs centaines de liasses de plans d'avions légers qui sont numérisés et disponibles. Alors là-dedans, il y a eu Vasmer. Et puis après, il y a eu des fonds qui sont rentrés. Il y a eu, par exemple, tout à l'heure, j'entendais parler de Voitine. Un beau jour, j'ai reçu un coup de fil d'une brave dame qui s'appelait Madame de Touzalin. Elle m'a demandé est-ce que mon nom vous dit quelque chose? J'avoue, ça ne me disait rien. Et elle me dit je suis la fille de Marcel Doré. Ah, bon. Mais j'ai toutes les archives privées de mon mari. Est-ce que vous les voulez? Cette question. Bon, on a pris rendez-vous. Comme d'habitude, ma vieille voiture, que pour une fois j'avais vidée, nous avons l'équivalent de 10 caisses archives, des archives de Marcel Doré, des archives privées de Marcel Doré. Et il y a, allez, 3-4 mois maintenant, elle m'a rappelé, m'a dit « Ah, je suis descendu à la cave, j'ai encore trouvé des choses. » Et nous avons ramené 2 caisses supplémentaires, plus les parachutes que Marcel Doré portait quand il volait, et une caisse de films et la caméra. Et on a découvert aux étiquettes que ces films étaient traités au Japon et datent de 1935. Bon. Donc, ça c'est une richesse, il va falloir les faire numériser. Je ne vais pas dire que je vais faire la quête parmi vous tout à l'heure, quoique, mais donc si un jour on trouve le financement, on fera numériser ces films. De la même façon, tout à fait par hasard, me promenais dans le musée, il y a un visiteur qui s'intéressait aux planeurs, donc on en a un peu discuté. Puis j'ai senti qu'il me posait des tas de questions. Je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et puis on a commencé à parler du vol de pente, des alpilles. Et là, il y a un pilote militaire des années 30 qui s'appelait Joseph Toré, très connu à l'époque, qui a participé au concours de Blidade. Eh bien, il me dit, je suis le petit-fils de Joseph Toré, et je déménage, j'ai toutes les archives de mon grand-père, est-ce que vous les voulez? Même chose, la voiture, 3 bouteilles de vin d'Anjou dans la voiture. On a ramené 8 caisses archives. Plus près de nous et mieux connu, Jacques Nottinger. Jacques Nottinger, qui était un homme absolument adorable. On avait d'excellentes relations. Et un jour, en discutant, il m'a dit, ben voilà, je perds la vue, je voudrais donner toutes mes archives à ton musée. Alors, le connaissant bien, Jacques Nottinger, très vieille France, du coup, j'ai fait laver ma voiture. D'habitude, j'attends qu'il pleut. J'ai pas osé. Je suis arrivé et j'ai ramené quand même l'équivalent de 8 ou 10 caisses archives avec ses écrits.
Voilà où nous en sommes. Et qu'est-ce qu'il y a plus près de nous encore, Jean-Marie Clinquat, qui a été l'ingénieur qui a fait les CAP, qui a travaillé au bureau de certification de la DGAC. C'est un homme charmant avec qui on avait d'excellentes relations. Et un beau jour, il m'a appelé, il m'a dit, bon, je ne vais pas vivre très très vieux. Effectivement, il est décédé moins d'un an plus tard. Et sur ses consignes, sa femme, Isabelle, nous a donné la totalité des archives de Jean-Marie Clinquat, plus un gros disque dur avec ce qu'il y avait dans son ordinateur. Voilà. Que dire au total de cela? Et puis, naturellement, comme après ma période dans l'éducation nationale, j'ai été pilote de ligne, le nombre de copains qui, ah ben voilà, j'ai pris ma retraite, les vieux bouquins, les vieux manuels, etc., on en a des dizaines. Voilà. Donc tout ça, ça fait des très grosses archives, et nous sommes, voilà, qui sont presque bien rangés. Ça, c'est les revues et magazines, et une petite table, tout ça, c'est... Il y a 3 rangées complètes de cela, plus une 4e. Alors, c'est un petit problème de place, parce qu'on est quand même limité en place. Chaque fois que je recule de 20 cm, ils avancent autant. Donc, difficulté. Et donc, comment travaille-t-on? Eh bien, d'abord, à quoi sert cette documentation? Initialement, elle était destinée à nous aider à préparer et restaurer les machines de notre musée. Très vite, on a commencé à être reconnu et à la suite des plans qui ont été numérisés et qui sont donc dans le domaine public, ça s'est su dans les collectionneurs et très vite à l'échelon mondial que nous avions ces documents. Nous sommes sollicités, j'ai découvert à cette occasion que l'Australie et la Nouvelle-Zélande avaient énormément d'avions français. On a été sollicités tant par les administrations que par les divers collectionneurs, ce qui nous a permis d'écouler, moyennant un tarif qu'on avait négocié d'ailleurs à l'époque avec la DGAC, une liasse de plomb pour 150 €, c'est quand même pas dramatique. Voilà, et ça nous permet de renouveler les scanners et l'ordinateur. Nous sommes sollicités beaucoup par les historiens. Nous sommes sollicités par les maquettistes, énormément. Nous sommes sollicités parfois par les administrations. Là, tout récemment, l'Allemagne cherchait des documents, parce que dans le cadre, après la libération, pas mal de planeurs ont été récupérés en Allemagne et sont arrivés en France. Et l'administration allemande cherchait des documents là-dessus. Alors, comment répond-on? Eh bien, nous avons une équipe qui a numérisé à tour de bras, plus une petite entreprise avec qui nous travaillons régulièrement. Nous avons quand même 2 disques durs de 48 Tera. C'est vous dire que c'est quand même relativement important. Donc, sur un simple mail, et comme c'est en base de données tout ça, ça permet de répondre un coup de fil, avez-vous 2 clics, je peux répondre j'ai ou j'ai pas. Donc c'est une grosse organisation, totalement bénévole, avec une équipe extraordinaire de gens. Nous sommes 8 dans les archives le mardi et le jeudi. Le reste du temps, certains d'entre vous savent que mon épouse est maintenant en EHPAD, donc moi j'y suis tous les jours jusqu'à 16 h. Ça nous permet de répondre à peu près immédiatement, en tout cas dans les 12 heures, à toute demande de réaction. Voilà, ça pour montrer qu'on est quand même capable de ranger un peu quand on s'y met. Ça n'a pas toujours été le cas. Et tout récemment, la ville vient de nous construire un bâtiment préfabriqué dans lequel nous allons mettre... Alors, il est climatisé, la température est maintenue, il est hors humidité. Depuis, il y a eu le petit chemin qui va bien. Et dans lequel nous mettons les doubles, les livres en double. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais en bibliothèque, on a dépassé les 14 000 volumes en bibliothèque. Donc c'est quand même assez important.
Et grâce à l'aide de la ville, maintenant nous sommes en train de les solliciter parce que pour la construction d'un bâtiment d'archives de 800 mètres carrés, on a déposé le dossier, mais depuis qu'ils viennent de découvrir que l'état des finances de la France n'est pas ce qu'on aurait aimé, bon, ça va sûrement prendre du retard. Parallèlement, la formation des gens qui viennent travailler avec nous est en cours. Nous avons été grandement aidés par le patron des archives de Angers Métropole, qui est venu, nous a formés, parce que le classement que j'utilisais avant n'était pas celui réglementairement des archives, maintenant nous sommes mis au bon pli. Donc nous sommes en train de former la génération suivante qui poursuivra ce travail. Voilà. Et ça, c'est une diapo que j'ai fauchée au cours des C8 avec le camarade Fija, il y a... Ouh, j'ose pas vous dire. Merci. Merci beaucoup, Christian. Alors, je retiens de ton intervention cet échange café vin d'Anjou contre archives. Peut-être que les archives publiques devraient s'inspirer de cette belle méthode. Ça peut marcher avec d'autres vins, je pense. Voilà. Alors, on enchaîne avec Valérie Kéchra, qui est la responsable des archives du groupe ADP. Donc là, on va passer dans le monde de l'entreprise. Paul nous en a un peu parlé ce matin, voilà. Et donc, le pointeur. Et donc, elle va nous présenter le fonds d'archives du groupe ADP. La parole est à toi, Valérie. Merci, Paul. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je vais essayer d'être le plus courte possible. Voilà. Donc oui, je suis responsable du service archives. Alors on a un nom un peu plus long dans l'entreprise puisqu'on s'appelle Archives et gestion de la connaissance. Un petit peu long à mon goût, mais archives suffit très bien. Voilà. Pour commencer, je vais peut-être vous refaire un petit historique. Bref, je ne vais pas aller dans les détails sur l'entreprise Aéroport de Paris qu'on appelle communément ADP. Il faut savoir que l'entreprise a été créée après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, dans le contexte de la reconstruction de la France, en 1945, avec 3 documents qu'on pourrait classifier de données d'officiels. Une ordonnance en 1945 qui crée l'établissement public Aéroport de Paris, qui sera complétée par un décret en 1947 qui définira ses règles de fonctionnement. Et enfin, un décret en 1949 qui, là, va désigner le patrimoine de l'entreprise. ADP ayant une mission de service public d'aménagement, d'exploitation et de développement des aéroports civils dans un rayon de 50 km autour de Paris. Je reviendrai un petit peu plus tout à l'heure sur évidemment quels aéroports sont concernés. En 1989, donc là je fais un grand pas dans le temps, on change de dénomination pour devenir Aéroport de Paris avec un petit S à la fin d'aéroport. Et comme ça a déjà été un petit peu évoqué tout à l'heure, quand on a parlé de groupe ADP, je vais revenir dessus, Aéroport de Paris devient une société anonyme en 2005 avec une ouverture du capital et une introduction en bourse de la société en 2006. Et en 2016, ont été lancées 2 marques. Une marque pour les voyageurs qu'on appelle Paris Aéroport et une marque pour le groupe qui s'appelle Groupe ADP, d'où le fait qu'on nous appelle aussi aujourd'hui beaucoup Groupe ADP. Même si aujourd'hui encore, la raison sociale de l'entreprise, c'est Aéroport de Paris. La raison d'être est évidemment accueillir les passagers, mais aussi exploiter l'imaginaire des aéroports. Évidemment, dans les archives, on retrouvera beaucoup cet aspect, et j'y reviendrai tout à l'heure, de manière responsable et à travers le monde, puisqu'on est évidemment dans un monde aujourd'hui où les questions environnementales jouent beaucoup. Quelques chiffres. Je ne vais pas vous demander de chiffres parce que ce n'est pas du tout mon domaine, loin de là. Juste pour avoir une petite idée de l'activité de l'entreprise, c'est plus de 330 millions de passagers qui ont été accueillis l'année dernière, avec une gestion de 26 plateformes aéroportuaires et en tout plus de 28 000 collaborateurs. Sachant que
Aujourd'hui, nous avons 4 grandes cœurs de métier, on va dire, tout ce qui touche les activités aéronautiques, évidemment, mais aussi les commerces et les services, l'immobilier, parce que l'entreprise gère un patrimoine immobilier très conséquent. Et ces dernières années, a beaucoup été développées aussi les questions de développement aéroportuaire à l'international. Justement, l'international, aujourd'hui, nous avons des participations dans d'autres grands groupes aéroportuaires. Donc là, ADP est en partenariat avec TAV Airport, qui est un groupe aéroportuaire turc, et depuis 2020 avec GMR Airports, qui est un groupe indien. Mais aujourd'hui, notre activité, même si elle s'est diversifiée à l'international, elle a évidemment pour raison historique les aéroports parisiens. Les 3 principaux étant évidemment Paris, Roissy-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. Nous gérons aussi des aérodromes secondaires, dits secondaires, entre autres l'héliport des Silly-Moulineaux juste à côté, mais il y en a aussi d'autres, Étampes, Meaux, enfin je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a plus d'une dizaine, mais voilà. Donc les archives vont évidemment aussi porter sur tout ce périmètre géographique. Justement, les archives. Nous, on n'a pas 60 ans d'existence comme la DGAC. D'ailleurs, j'ai réalisé en faisant cette présentation qu'on avait 40 ans d'existence. Voilà. La question est venue déjà dans les années 60. C'était une préoccupation, mais elle a vraiment pris forme à partir de la loi sur les archives de 1979, où là, la direction générale a pris conscience qu'il fallait quand même peut-être faire quelque chose pour les archives. Et donc, en fait, après contact avec la mission des Archives nationales, ont été mis en place, d'abord, ont été attribués des locaux administratifs, puis des locaux de conservation des archives. Et aussi, la grande chance du service, c'est qu'il a été informatisé dès sa création. Et donc, du coup, après, la gestion a été facilitée. Ces locaux qui ont été attribués en 1984 étaient dans le terminal ouest, aujourd'hui qu'on appelle le terminal 1-2. Ils sont toujours là aujourd'hui, donc c'est la photo que je vous ai montrée, qui est sur la slide. En termes de gestion, nous avons signé avec les Archives de France une convention en 1986. Cette convention est aujourd'hui toujours en vigueur. Et cette convention, elle nous autorise à conserver en propre nos archives, donc dans nos locaux, moyennant un contrôle du service interministériel des Archives de France, qu'on appelle communément le SIAF. C'est-à-dire que, par exemple, on doit chaque année faire un rapport annuel, aussi demander l'autorisation de destruction pour les archives publiques. Voilà, entre autres ça. Depuis 10 ans, nous avions mis en place une application informatique qui nous permet de gérer à la fois nos archives sur support physique et sur support électronique. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, la question de l'électronique est vraiment flagrante. Et pour finir, juste sur le périmètre général des archives, nous avons donc un statut, enfin même 2 statuts, ce qui nous rend un petit peu particulier dans notre gestion, puisque nous avons à la fois des archives publiques et des archives privées. Puisque jusqu'en 2005, nous étions établissements publics, donc que les archives. Mais aujourd'hui, même si nous sommes une société anonyme, nous assurons une mission de service public et donc nous produisons et recevons aussi des archives publiques. Voilà. Évidemment, dans nos missions, il y a, comme pour tous les services d'archives, la fameuse règle des 4C, conseiller, collecter, conserver et aussi communiquer. J'ai rajouté gérer parce que pour le vivre au quotidien, la question logistique est quand même aussi au cœur de l'activité. Donc nous, on gère les fonds à la fois pour les collaborateurs de l'entreprise, évidemment, mais aussi pour le public externe, puisque nous avons des archives publiques. Et donc, nous accueillons du public pour la consultation de nos archives. À la fois sur le périmètre de la maison mère, aussi de toutes les filiales. On n'est pas encore sur le périmètre mondial. Je ne suis pas encore allée chercher des archives en Inde, mais peut-être qu'un jour ça viendra, je ne sais pas.
Alors, je vous ai juste donné quelques chiffres pour vous donner un petit peu une idée de notre activité. Donc, nous sommes 3 collaborateurs. On gère plus de 150 000 boîtes avec plus de 15 km linéaires d'archives, avec 6 magasins qui sont situés dans l'aéroport d'Orly. Donc, quand vous prenez l'avion à Orly, vous n'êtes pas loin de nos archives. Et aujourd'hui, donc, nous avons plus de 700 gigaoctets aussi de fichiers. Et on a réalisé l'année dernière plus de 1600 communications. Sachant que, comme vous pouvez le voir, petit à petit, l'électronique gagne sur le physique. Et on effectue des recherches en interne, mais aussi pour le public externe, puisqu'à l'année dernière, on en a réalisé près d'une quarantaine. Et on a quand même accueilli 73 lecteurs lors de près d'une soixantaine de séances. Et justement, je vous ai mis une photo de notre salle de lecture qui a son intérêt dans le sens où vous avez vu sur la piste. Voilà. Et donc, on est dans le terminal, nous aussi. On reçoit sur rendez-vous les lundis, les mardis et les jeudis. En termes de façon de faire, on va dire, c'est là que ça se complique pour nous, c'est que nous avons très très peu d'inventaire d'archives historiques. Et comme je vous l'ai dit, nous ne sommes que 3. Donc aujourd'hui, nous n'avons absolument pas les moyens de réaliser ces inventaires historiques. Donc en fait, quand on nous sollicite, eh ben, on répond évidemment aux demandes, mais en fonction surtout de notre savoir-faire et de notre connaissance des fonds. Et donc, en fait, en général, eh ben, on apporte finalement une réponse clé en main à chaque demande qui nous est faite, sachant que nous n'avons pas de site internet non plus. Mais par contre, nous avons une adresse mail à laquelle vous pouvez nous envoyer vos demandes. Et il nous arrive très souvent aussi, quand les demandes sont plutôt ponctuelles, de réaliser des numérisations à la demande pour éviter aux gens de se déplacer. Et nous sommes totalement gratuits, ce qui est quand même le mérite d'être signalé. Alors maintenant, je vais vous parler plus précisément des fonds que nous conservons, même si je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'inventaire vraiment consultable et sur lesquels les chercheurs peuvent s'appuyer, puisque en fait, comme pour toute entreprise, nos fonds reflètent à la fois nos activités sur le plan fonctionnel, mais aussi sur le plan opérationnel, parce que justement, les aéroports, on a ces 2 casquettes-là. Évidemment que nos archives parlent de transport aérien, mais aussi d'autres thématiques, tout ce qui est aménagement du territoire, d'intermodalité. On peut penser par exemple à l'intermodalité entre l'air et le fer, avec par exemple la gare TGV et la CDG, ou les questions environnementales qui sont vraiment devenues assez... sur lesquelles on nous pose souvent pas mal de questions maintenant. Nos fonds ont des origines classiques, comme dans toute entreprise ou toute grande structure, avec des fonds qu'on pourrait qualifier d'administratifs, avec tout ce qui est RH, gouvernance, politique commerciale. Et puis on a des choses qui nous sont évidemment plus spécifiques. Bien sûr l'activité aéroportuaire, mais aussi peut-être des choses qui sont moins évidentes a priori qu'à première vue comme ça, en particulier sur tout ce qui est l'ingénierie aéroportuaire, mais aussi les relations avec les riverains des aéroports ou la médecine aéroportuaire. Parce que les questions de relations avec les riverains, c'est des questions qui sont venues très très tôt dans la création d'entreprises. Dès les années 50, ces questions sont déjà abordées. Pourquoi conserver ces fonds d'archives? Pour construire, d'un côté, il y a évidemment la mémoire et le patrimoine d'ADP, mais il y a aussi, on le verra après, je vous montrerai quelques éléments, pour construire notre mémoire et notre patrimoine à tous. La mémoire et le patrimoine d'ADP, c'est déjà expliquer tous les choix stratégiques qui ont été faits par l'entreprise. D'abord, dans un premier temps, c'était toutes les réponses qui ont été apportées à la croissance du trafic aérien dans les années 50. Après, il y a eu une diversification des activités après le choc pétrolier, avec le tournant commercial et la politique immobilière, ou dernièrement les enjeux environnementaux. C'est aussi construire la mémoire et le patrimoine pour montrer que le développement de l'entreprise au XXe siècle est corrélé à l'activité de l'ingénierie aéroportuaire, dans la conception et la construction, mais aussi la mise en service d'ouvrages. On peut penser évidemment aux années 40-50 à la reconstruction du Bourget, aux années 50-60 avec le développement d'Orly, avec son architecte qui s'appelle Henri Vicario, et les années 70-90 avec le développement de CDG
avec son architecte qui s'appelle Paul Andreu. Voilà, je vous ai mis 3 plans. Le premier étant en haut celui du Bourget. Ensuite, on a une perspective d'Orly Sud. Et enfin, CDG1 en bas. Après, il y a aussi d'autres fonds qui, moi, m'étonnent toujours aussi parce que j'en découvre toujours tous les jours. Des choses qu'on ne pourrait évidemment pas, à laquelle ça ne nous viendrait pas à l'idée. C'est la participation à la réalisation d'ouvrages qui ne sont pas aéroportuaires. Par exemple, on a participé à la construction du four solaire d'Odéo dans les Pyrénées-Orientales, ou au terminal français du tunnel sous la Manche à Calais, ou l'Arche de la Défense, par exemple. C'est aussi, nos fonds permettent de faire découvrir l'utilisation ou la mise au point de procédés techniques par les ingénieurs de l'entreprise. On peut penser par exemple aux premières portes automatiques dans l'aérogare sud, mais aussi par exemple, je vous ai mis d'autres photos sur ce qu'on a appelé le procédé de dénubulation turboclair, qui est un procédé en fait de dissipation des brouillards. Enfin, comme je le disais, nos fonds peuvent aussi évidemment permettre de construire la mémoire et le patrimoine de tous, puisque les aéroports de la région parisienne sont évidemment le reflet de l'histoire économique et sociale française. On peut penser par exemple à Orly comme le symbole des 30 Glorieuses. Nous conservons énormément de brochures ou de photos ou sur les fameuses visites du dimanche à Orly. Il faut savoir que dans le terminal qui a été ouvert en 1961, il y avait un supermarché, un cinéma, des boutiques. Donc toute cette pan de l'économie française apparaît au travers des documents que nous pouvons conserver. On peut évidemment aussi étudier la démocratisation du transport aérien à travers un fonds que nous avons. Là, pour le coup, je disais qu'on n'avait pas beaucoup de choses qui avaient été classées en archives historiques. Là, si, on en a un. C'est sur les statistiques de trafic. Et ces statistiques de trafic sont intéressantes dans le sens où ce ne sont pas que des chiffres. Il y a des éléments de réflexion et des éléments d'analyse qui ont été constitués par des techniciens de l'entreprise. C'est aussi l'ouverture sur le monde parce que ADP a participé a mis en place une activité internationale dès les années 50. Et donc, c'est ce qu'on appelle, nous, communément, dans le jargon à fond, sur ce qu'on appelle la coopération technique. Après, ça a pris le nom plus financier de participation. C'est à la fois des archives sur des projets qui ont été réalisés ou des projets qui n'ont pas été réalisés, mais qui peuvent aussi être très intéressants de voir, par exemple, avec quel pays on a déjà cherché à avoir des coopérations, quel projet on voulait, quel terminal on voulait, comment on voulait le construire, etc. Les archives montrent aussi la collaboration avec d'autres entreprises, évidemment parce qu'on travaille avec beaucoup de sociétés. On peut penser par exemple à toutes les boutiques qui sont dans les aéroports, mais on peut aussi penser à des projets plus spécifiques comme celui qu'on a appelé le projet de l'aérotrain, qui était un projet qui a été abandonné, qui finalement n'a pas été réalisé, qui était un projet de liaison entre les deux aéroports d'Orly et de CDG. Et donc on a beaucoup de documents sur ce projet. Après aussi, et j'y tiens beaucoup personnellement, c'est ce que j'ai appelé la reconstitution de puzzle personnel. Parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on me demande de rechercher des choses qui touchent à, on va dire, à la vie personnelle de quelqu'un. Par exemple, j'ai une dame qui m'avait envoyé un message qui me demandait, qui voulait savoir où les vols avaient atterri en provenance de Dakar en août 1983. Alors ça peut paraître assez bizarre qu'on vous demande ce genre de questions quand la veille on vous a demandé le contrat numéro machin avec la société je ne sais pas quoi. Mais c'est vraiment cette personne en fait m'avait expliqué qu'elle recherchait à savoir où elle était arrivée parce qu'elle avait été adoptée en fait. Et donc j'ai réussi à retrouver à travers ce qu'on appelle le fonds des guides horaires des compagnies dans quel terminal elle était arrivée et donc elle était j'ai eu l'impression de lui ouvrir une boîte de Pandore. Elle était tellement, on n'a communiqué que par message, mais elle était tellement contente d'avoir déjà une nouvelle
clé dans son puzzle pour reconstituer, comme elle l'a dit, son puzzle personnel. Voilà. Autre exemple, dans un autre ordre d'idée, il n'y a pas très longtemps, moi aussi, on m'a demandé de retrouver des éléments sur le rapatriement d'Algérie, après en 1961-1962. Nous n'avons pas beaucoup d'éléments, pas beaucoup de documents, mais on a surtout une correspondance avec les autorités et des notes. Mais bon, voilà, ça reste très général. Là, pour le coup, on est moins sur le côté personnel. Enfin, nous contribuons aussi à la préparation régulièrement de projets cinématographiques. On a eu une demande d'un cinéaste pour reconstituer des scènes d'époque, pour ne pas le nommer Léos Carax, enfin c'était son assistante, voilà. Après, dernièrement aussi, on a eu une cinéaste qui s'appelle Dominique Cabrera, qui d'ailleurs est en train de commencer à diffuser son film, qui se veut en fait un prolongement du film de Chris Marker qui s'appelle La Jetée, qui est un film de 1962. En fait, c'est un film qui est pas un vrai film au sens du terme, parce que c'est avec des photographies. Mais l'objectif, en fait, de l'assistante de Dominique Cabrera, c'était de retrouver où Chris Marker s'était positionné à Orly Sud pour prendre ces photos qui sont dans le film de science-fiction. Donc après, c'était un petit peu compliqué, hein, parce que là, il faut retrouver la photo qui serait éventuellement dans la même position. Donc voilà. Mais j'ai retrouvé quelques éléments qui ont permis de travailler sur le projet. Et puis, dernière demande en date, nous avons une société de production avec laquelle nous sommes en train de travailler, qui nous demande des photos, des films, des plans sur la préparation du film qui est d'ailleurs en ce moment en cours de tournage, qui s'appelle L'inconnu de la Grande Arche. Et là, donc, du coup, il était question de retrouver des choses plus spécifiques par rapport à la Grande Arche de la Défense. Enfin, pour finir, je vais parler brièvement d'un projet que nous avons avec la direction de la communication. Nous conservons, je ne pourrais même pas vous dire le nombre de documents exacts que nous conservons en fait. J'ai mis plus de 300 lignes, mais c'est certainement beaucoup plus que ça. Des fonds qui sont des fonds photographiques et audiovisuels, qui pour moi sont d'une très très grande valeur patrimoniale, puisque nous avons des photos qui remontent aux années 30 et qui vont jusqu'aux années 2000. Donc j'essaie de sensibiliser ma hiérarchie et la direction de la communication sur le fait qu'il faut préserver ces fonds, et il va falloir, comme l'a dit tout à l'heure Christian, le nerf de la guerre c'est quand même l'argent, préparer la numérisation de tous ces documents qui sont d'une grande valeur patrimoniale. Alors, j'ai réussi à convaincre mes collègues de la direction de la communication. Donc, ce qui est très très bien, c'est que l'idée, c'est de pouvoir numériser ces documents pour les mettre à la disposition, évidemment, des collaborateurs de l'entreprise, mais aussi le public externe. Donc, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir et de partager tout ce patrimoine de l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Petite question, le projet de numérisation, tu as déjà un ordre de grandeur en termes de coût, de coût? Non, pas du tout. Je ne sais pas. C'est bien le problème. Aujourd'hui, on a passé la première étape dans le sens où c'est de convaincre qu'il faut le faire. Après, maintenant, il va falloir définir des priorités, ce qu'on est aussi en train de faire. Et après, il va falloir convaincre qu'on nous donne une enveloppe budgétaire pour pouvoir faire tout ça. Et le souci, c'est qu'en ce moment, on est dans une période un petit peu compliquée, dans le sens où il y a un changement de gouvernance. Et je pense que là, on n'est pas au bon timing pour nous, donc ça va être le projet va peut-être être un peu en suspens pendant quelques temps. On croise les doigts. Ouais.
J'ai demandé à Denis Parenteau, qui est président d'honneur du Musée d'Air France, de venir pour nous parler des archives conservées par le Musée Air France et du partenariat que le musée a entrepris avec la Bibliothèque nationale de France. Et avant, oui, je voulais dire aussi, les archives d'ADP sont accessibles en métro maintenant, puisqu'on peut aller à Orly grâce à la ligne 14. Voilà. Le métro est partout. Denis, la parole est à toi. Bon, merci Paul de m'avoir inscrit en dernier, parce que Air France a réussi, si je peux prendre ce terme, réussi, à faire la synthèse des disparitions et des dispersions qui peuvent exister dans les différents systèmes d'archives. En fait, si je reprends l'histoire des archives d'Air France et de la création du musée Air France, il faut bien savoir que les archives des années 30 jusqu'à la guerre ont subi les mêmes vicissitudes que celles de la DGAC dont on a parlé tout à l'heure. Ça, ça a été le premier thème. Ensuite, après la guerre, quand Air France est devenue entreprise nationale, les personnels qui ont géré les archives, pour beaucoup, étaient issus de l'ancienne structure, qui était une structure d'entreprise privée. Donc, elles ont raisonné en entreprise privée. Et ce qui veut dire que la notion d'archive historique était assez réduite. Au début des années 70, le ministère de la Culture et les autorités de tutelle d'Air France, donc le ministère des Transports, ont tout de même rappelé à Air France que cette entreprise était une entreprise gérant un public et gérant un service public, donc ayant des obligations sur le plan archive. À ce moment-là, a été créé un poste d'archiviste vraiment se penchant sur la question historique. Mais la première chose qu'il a fallu faire, c'était de sauver tout ce qui était ancien et qui allait disparaître. C'est dans ce cadre que le musée Air France a été créé, pour faire appel à tous les anciens, les pionniers qui étaient encore vivants ou leurs familles, pour récupérer le maximum d'informations, puisque tout avait pratiquement disparu pendant la guerre. Ça a été la tâche principale de cet archiviste, et la notion d'archive historique contemporaine des années 70, 80, 90 était réduite. Est restée au niveau des archives que gardent les entreprises privées, conseil d'administration, rapport annuel, etc. Mais les archives financières détruites au bout de 10 ans. Et ce qui veut dire, par exemple, que quand Air France achetait une œuvre d'art, eh bien l'archive, la facture d'acquisition de cette œuvre d'art était détruite au bout de 10 ans. Hein. Donc nous avons été dans une situation difficile. Alors, le musée Air France s'est transformé en association au début des années 2000, et nous avons à ce moment-là développé un certain nombre d'actions et des moyens un petit peu plus forts, parce que nous pouvions nous financer par des produits dérivés, etc. Et nous avions une certaine liberté. C'est-à-dire que le musée était indépendant d'Air France, même s'il avait été créé par la présidence d'Air France avec les associations d'anciens. Nous avons pu, à ce moment-là, développer un certain nombre de volets, en particulier d'acquisition. Et chaque année, nous faisions pour environ un peu plus de 50 000 € d'acquisition ou de restauration. Le musée a constitué ainsi des collections relativement importantes, même je dirais très importantes. Nous avons actuellement environ 2500 affiches. Nous avons plusieurs centaines d'œuvres d'art, dont des œuvres d'art importantes, de peintres modernes, Zaouki, etc., qui étaient dans les avions. C'est pour ça qu'on les a conservés. Tout ce que nous avons conservé était en lien avec nos avions. Et nous avons une collection philatélique. Tout à l'heure, quand on parlait de 670 plis
philatéliques dans une collection, nous en avons 18 000 plis aérophilatéliques. Nous avons reçu récemment une collection de cartes postales de près de 50 000 cartes postales aéronautiques. Tout ceci, avec les uniformes, les maquettes, les médailles, les dépliants, les menus par exemple. Des menus, nous avons inventorié près de 6 500 menus diffusés à bord des avions. Nous avons donc une collection importante et la difficulté, c'est de la faire connaître. Or, pour tout ce qui est antérieur aux années 60-70, même je dirais jusqu'en 2000, nous étions donc soumis aux règles théoriquement des archives publiques et le ministère a demandé à Air France qu'est-ce qu'elle comptait faire. La présidence a décidé de confier ces archives en totalité, pour toutes les archives antérieures à 2004, les confier aux archives de la Pierrefitte, aux archives nationales. Et à ce moment-là, il était net que nous pouvions transmettre à Pierrefitte les archives qui avaient été inventoriées dans les années 70 à 90, 2000, mais il y avait encore plus de 20 kilomètres d'archives chez notre sous-traitant et qu'il faut inventorier, qu'il faut vérifier. Et c'est un travail, il y en a pour des années. Le plan avec les archives nationales va durer un certain temps. Donc là, on a un travail gigantesque à faire et les moyens qui sont mis à notre disposition sont relativement réduits. Donc, ce volet-là est très important. Il se complète d'un volet qui a été évoqué ce matin, qui est le volet des archives numériques depuis les années 2000. Maintenant, quelles sont les dispositions prises par Air France? Alors, Air France a mis en place certaines dispositions, mais je pense qu'elles sont encore très insuffisantes dans l'esprit d'archives historiques. D'autant plus que Air France n'est pas forcément motivée sur ce plan historique pour les archives d'aujourd'hui, puisqu'Air France n'est plus soumise aux règles. Air France est soumise aux règles des entreprises privées. Donc le musée Air France s'efforce de pallier cette insuffisance. Et pour ceci, nous avons développé un partenariat très fort avec Gallica. Avec la Bibliothèque nationale de France, nous sommes actuellement partenaires associés de Gallica et nous sommes référents aéronautiques pour la BNF. Parce que quand nous avons commencé à faire ce partenariat avec Gallica, nous avons présenté un certain nombre de collections qui ne concernaient pas qu'Air France. Si nous prenons les revues aéronautiques, tout à l'heure, Christian Ravel parlait de l'aéronaute, nous avions des collections complètes de l'aérophile, des ailes, de tout un tas de revues. Donc nous avons environ 40 collections de périodiques que nous avons confiées à Gallica et qui ont été numérisées par Gallica et mises en ligne et donc consultables du monde entier. Donc dans ces collections, il y en a 15 d'Air France, 25 générales. Dans les 15 d'Air France, il y a toutes les revues qui ont concerné Air France ou qui ont concerné les compagnies constitutives, les lettres des réunions, de la franco-roumaine, des documents aussi des entreprises qui ont été fusionnées dans Air France, UTA, TAI, UAT, Air Inter. Alors là, nous avons une difficulté sur les archives d'UTA parce que, je crois que vous le savez tous, les archives d'UTA étaient installées auprès des archives du Crédit Lyonnais et au moment de difficultés économico-politiques, les archives du Crédit Lyonnais ont brûlé. Et celles d'UTA étaient à côté et elles ont brûlé en même temps. Donc nous avons travaillé toutes ces années à reconstituer des éléments pour avoir des archives un peu plus complètes. Ensuite, nous avons mis des documents iconographiques
Et ces documents iconographiques, ce sont des affiches, ce sont des dépliants, ce sont des brochures, parce que nous avons fait travailler beaucoup d'artistes, et elles sont relativement intéressantes. Et puis les menus servis à bord. Les menus servis à bord, c'est intéressant à double titre, pour montrer ce que Air France retenait comme artiste, et puis pour le contenu lui-même des menus, c'est assez caractéristique d'une époque. Pourquoi Air France a fait appel à beaucoup d'artistes dans ces décors? C'est parce que l'avion, le Constellation, puis surtout le 707, ou pour des autres compagnies, le DC-8, enfin les gros porteurs, ensuite les gros porteurs, c'était les concurrents des paquebots et des cargos mixtes. Et il fallait offrir à notre clientèle un environnement qui leur rappelle ce à quoi ils étaient habitués. À l'époque, dans les années 50, 60, même 70, la clientèle n'était pas la clientèle, je suis désolé de le dire, de l'ouvrier de chez Renault. C'était des people, c'était des hauts fonctionnaires, c'était des gens ayant une certaine fortune. Et ils étaient habitués à un certain luxe. Il a donc fallu qu'on essaie de le reconstituer dans nos appareils. Et de ce fait, pour une autre raison d'ailleurs, que je pense que vous connaissez tous, c'est qu'après la guerre, à la fin des années 40, début des années 50, quand l'avion s'est développé, l'administration française, mais toutes les autres administrations dans le monde ont pris les mêmes dispositions. L'administration a imposé à ses fonctionnaires à l'étranger de prendre l'avion et non plus le paquebot ou le cargo mixte pour rentrer. Cette mesure a été relativement peu appréciée par les ambassadeurs, attachés d'ambassade, fonctionnaires. Pourquoi? Vous le savez tous. Parce que les congés ne débutaient qu'au moment où on touchait le territoire métropolitain. Donc les 3 semaines de croisière entre Saïgon et Marseille, ce n'était pas désagréable. En plus, généralement, l'ambassadeur était à la table du commandant, de même pour les hauts fonctionnaires, et la cuisine dans les bateaux. Moi-même, j'étais officier de marine, et généralement soigné. Donc, il fallait compenser un peu cet événement. Donc, nous avons eu des œuvres d'art, et dans les œuvres d'art, aujourd'hui, le musée a sauvé des œuvres qui étaient dans les 747, dont certaines ont été évaluées à 800 000 € pièce. Donc, ce sont des archives non négligeables. Alors, ce document que je vous présente, c'est un PDF qui a l'avantage, quand on clique sur une photo, de vous donner accès immédiatement dans Gallica au document. Donc, là, je vous ai présenté la dernière qu'on vient d'installer, qui est Interavia. Alors, Interavia, si vous allez sur ce document qu'on pourra vous fournir, si je le donnerai à Paul Dame qui pourra vous le diffuser, mais je crois que beaucoup d'entre vous l'ont déjà. Sur Gallica, sur Interavia que nous venons d'installer, il n'est pas encore complètement en ligne. C'est-à-dire que Gallica met un certain temps pour intégrer nos documents, et donc actuellement, si vous l'interrogez, vous pourrez lire chacun des documents, le voir, mais il n'y aura pas l'extraction en OCR des textes. Et puis il peut manquer encore quelques numéros. Mais dans quelques mois, tout sera consultable. Alors vous avez ceci sur tous les documents, donc des cartes de route. Si je reprends le précédent. Pardon. Vous voyez, vous avez les documents Air France, quand je dis Air France, c'est Air France, Air Inter, UTA, etc., et les publications générales. Donc c'est un moyen d'avoir accès à énormément d'informations. Bien sûr, ce n'est pas de pures archives.
Mais ceci vient compléter les archives que vous pouvez avoir par ailleurs, et ça vous ouvre, souvent ça vous ouvre les portes pour voir où vont se trouver les documents que vous recherchez. Par ailleurs, nous avons passé un accord avec les Archives nationales il y a quelques années pour introduire aux Archives nationales des documents que les archives ont numérisés et donc que vous pouvez consulter directement. Et ces documents, j'insiste sur ce point, ce sont des carnets de vol et des carnets de route. Or, il se trouve que beaucoup d'entre vous peuvent avoir des carnets de vol anciens ou des carnets de route, et je vous suggère soit de les remettre, soit par notre intermédiaire ou directement, aux Archives nationales pour compléter la collection qui y est déjà. À ce moment-là, vous récupérerez des numérisations, soit nous remettre à nous, Musée Air France, des photocopies où on peut ensemble voir comment les numériser, et à ce moment-là, nous les mettons dans une collection numérique qui sera également consultable. Nous sommes en train de mettre ça au point. Je pense qu'on arrivera à le rendre consultable directement en 2025 ou en 2026. Mais de toute façon, elle serait consultable chez nous. Mais ceci permet de sauver des éléments, parce que moi j'ai été assez furieux il y a quelque temps. Je découvre une vente aux enchères de carnets de route de Breguet 14, donc carnet de route avec des signatures intéressantes, Mermoz, Guillaumet, Léon Antoine, etc., etc. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé? C'est un de nos anciens salariés qui était chef d'atelier à Toulouse, qui en avait sauvé à un moment où Air France s'était froidement débarrassé de tous ces carnets de Breguet 14 qui ne l'intéressaient plus, parce qu'ils se trouvaient dans le grenier du château à Montaudran, et quand ils ont réparé la toiture, ils ont vidé le grenier. Et tout a été mis à la benne. Alors quelques personnes à Montaudran en ont récupéré. Alors, ce chef d'atelier en avait récupéré, mais au lieu de nous les proposer, ou si nous les avions proposés, on lui aurait fait un reçu du fonds de dotation Musée Air France qui aurait permis à ses enfants de déduire 66% de la valeur de ces carnets de leurs impôts. Il l'a mis en vente dans une vente aux enchères. Et j'ai donc dû racheter ces carnets de route qui étaient tout de même très intéressants. Donc, les carnets de route et les carnets de vol, pensez que vous avez deux possibilités. Vous pouvez les donner à un fonds de dotation. Si vous les donnez au fonds de dotation, nous, de toute façon, nous les verserons. On verra comment on pourra les mettre en dépôt aux Archives nationales. Et à ce moment-là, il y a une compensation fiscale. Ou bien nous remettre seulement des photocopies, ou les faire photocopier avec nous. C'est un élément important. Il faut qu'on continue à compléter les collections. Donc ce PDF, ceux qui le souhaitent, on pourra vous le fournir. Bon, voilà un petit exposé rapide. Merci beaucoup, Denis. Alors, je vous propose, avant de partir déjeuner, peut-être de prendre le temps d'un petit échange. Oui, il y a une première question. Oui, une petite remarque parallèle, si je puis dire, à propos de l'intervention de Valérie Keshra, qui a dit que La Jetée de Chris Marker, c'était une sorte de film comme ça, un film expérimental. Non, La Jetée de Chris Marker, c'est un film.
C'est même un film important dans l'histoire du cinéma et qui a une place éminente dans la mémoire de tout cinéphile. Et puis, tiens, justement, comme les aéroports maintenant ont des noms, on pourrait appeler l'aéroport d'Orly l'aéroport Chris Marker, ça serait mérité, je crois. En tout cas, je lance l'idée. Je laisse Valérie répondre sur la jetée. Excusez-moi si j'ai été un peu abrupte, mais je n'ai pas voulu développer. Mais en effet, c'est un film, mais réalisé à partir de photos, avec majoritairement des photographies. Après, il y a un petit peu de film, mais c'est tout. Voilà, c'était ça ma précision. Après, on est bien d'accord que c'est un film important, puisque c'est même considéré comme un des premiers films de science-fiction. Et pour compléter, il y a eu un remake de La Jetée qui s'appelle L'Armée des 12 singes. Voilà. Et pour le nom d'Orly, alors les habitants de Paray-Vieille-Poste réclament aussi que l'aéroport s'appelle l'aéroport de Paray-Vieille-Poste. Donc je pense qu'on va rester sur Orly. Voilà. Jacques, il y avait peut-être une question. Alors, Air France a plusieurs journaux. Air France a plusieurs journaux. Les premiers, vous avez Terre et Ciel, hein, mais ça c'est au moment de la guerre. Après, c'est France Aviation. Le journal principal, c'est France Aviation, qui s'est appelé ensuite Concorde, et puis maintenant l'Accent. Mais c'était un journal essentiellement interne. Essentiellement, il était diffusé officiellement dans les kiosques, mais c'était un journal qui était essentiellement interne. Rapidement, une deuxième chose, je peux témoigner de l'excellent accueil que j'avais reçu à Orly-Ouest, par Orly-Ouest, ça s'appelait comme ça à l'époque, par les archives d'aéroports de Paris, parce qu'il m'est arrivé une déconvenue, et ça rejoint un peu les enquêtes accidents. J'avais cherché à récupérer tout un tas de dossiers qui étaient stockés à Tossu-le-Noble au sous-sol, et quand je suis arrivé là, la secrétaire m'avait dit allez-y, les armoires sont pleines. Il les avait jetés à la benne, versé 3 petits points à la benne la veille au soir. Donc j'ai retrouvé les doubles à Orly-Ouest et j'étais très bien reçu, Madame de Versy, je crois à l'époque. Enfin, bref. Et alors une petite chose aussi, c'est que non seulement j'ai retrouvé les dossiers que j'espère retrouver, mais j'ai retrouvé les commentaires. C'est généralement ce qui fait l'intérêt des archives, c'est les petits commentaires à côté. De façon générale, on est très bien accueillis dans les services d'archives. Voilà. C'est important de le souligner. Oui. Non, maintenant elles sont à Roissy. On s'est installé, c'est justement, on a déménagé il y a 2 ans au siège de Roissy. Ça nous a créé beaucoup de difficultés et on a un travail gigantesque actuellement. Nous avons encore 1,6 km de nos archives qui étaient à Orly ou aux Invalides, puisque nos bureaux étaient aux Invalides, qu'il nous faut maintenant remettre en ordre complètement. J'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure qui me semble très important. C'est que la numérisation va permettre maintenant aux archives départementales, nationales, mais privées également, de faire connaître beaucoup plus facilement ce qu'elles ont. Or, quand on fait des recherches, récemment on me rappelait des recherches concernant un personnage qui était Adrien Foucard. Et Adrien Foucard, il y a des éléments concernant les archives d'Adrien Foucard au musée de l'Hydraviation à Biscarrosse. Il y en a qu'on retrouvait des éléments en consultant nos brochures, ce que je viens de vous montrer, et puis on en trouve éventuellement dans d'autres endroits. Donc là, c'est ce problème de dispersion des archives qui, à l'avenir, pourra être réglé par la numérisation. Hein, la numérisation et puis la mise sur des sites. Et là, il y a un travail à faire pour que quand sur un site, on parle de quelqu'un, on renvoie sur des sites annexes. Et là, il y a un gros travail à faire dans l'avenir.
Merci. Oui, alors il y avait, moi, celui que je préférais dans les documents que j'avais publiés, c'était un petit carton qu'on mettait sur le siège, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'escales, et pour retrouver son siège à l'escale. Et ce carton, il avait un côté en français et un côté en anglais. Alors, le côté anglais, c'était un petit bulldog femelle avec un collier de perles et qui était très doux. Excuse me, but this it is occupied. Bon, c'était très doux. Et de l'autre côté, c'était le côté français. Et là, c'était un bulldog, mais alors là, mâle, et alors hargneux. Aujourd'hui, évidemment, on ne se permettrait pas de faire ce genre de document. Je vous propose de poursuivre ces échanges autour d'un très bon repas donc à la cantine. Quelques petites instructions. Donc normalement derrière votre